Bonjour à tout le monde. Il est maintenant midi 2. Je vous souhaite officiellement la bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire qui porte un titre un peu provocateur. Est-ce la fin du télétravail? Je me présente, Julie Garneau, professeure en relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais, chercheuse au Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail, ce qu'on va nommer le CRIMT, et co-responsable de l'axe Industrie 4.0 Travail et emploi de l'Observatoire international des impacts sociétaux du numérique et de l'IA, ce qu'on appelle l'OBVIA, et j'animerai ce webinaire. Je suis accompagnée du professeur Christian Lévesque du département de gestion des ressources humaines à HEC Montréal, co-directeur du CRIMT et l'autre co-responsable avec moi de l'axe Industrie 4.0, travail et emploi de l'Obvia. Bonjour Christian. Donc, euh, Au nom de l'Obvia et du CRIMT, il nous fait plaisir de vous offrir cette petite heure pour mieux comprendre où nous en sommes avec le télétravail et discuter des dernières connaissances scientifiques produites à ce sujet. Comme vous le savez, après la grande expérimentation du télétravail imposé par la pandémie, les organisations ont progressivement adopté des modèles hybrides de travail, qu'ils soient fixes, choisis ou imposés. Ce mode de fonctionnement, qui combine la présence au bureau et le travail à distance, a rapidement soulevé de nouveaux défis, à la fois pour les employés et pour la gestion. On parle de coordination des équipes dispersées, du maintien de la cohésion, de la formation des jeunes qui entrent sur le marché du travail, de l'équité dans les pratiques de supervision et bref, plusieurs adaptations, aussi des outils de collaboration. Si certains milieux ont su tirer parti de cette flexibilité accrue et souhaitée par plusieurs employés, d'autres ont rencontré d'importantes difficultés d'organisation, menant plusieurs organisations à imposer un retour au travail en présentiel à temps complet. Ce webinaire est d'autant plus opportun que si vous suivez un peu les nouvelles hier et ce matin, vous comprendrez comment cette question est devenue brûlante dans l'actualité. Car il faut expliquer pour les gens qui sont à l'extérieur de la grande région de la capitale nationale, sachez que depuis 2 jours, les médias rapportent abondamment que notre plus grand employeur de la région, le gouvernement fédéral, avec des effectifs là, de plus de 350 000 personnes à travers le pays, mais une majorité située dans la région de Gatineau-Ottawa. Donc, on apprenait dans les journaux que le Conseil du Trésor envisageait le retour au bureau de tous les fonctionnaires à raison de 5 jours par semaine et ce serait effectif en janvier 2027. Et pour les gestionnaires, ce retour à temps plein serait prévu un peu plus tôt en 2026. Donc, ces informations ne sont pas confirmées, mais on entend parler de plus en plus de ce retour. Ceci est en lien avec l'annonce plus tôt cette année d'un retour en présentiel à temps complet pour l'administration publique de l'Ontario. Le gouvernement Ford disant privilégier le travail en présentiel pour une plus grande efficacité et productivité. La Ville d'Ottawa a également emboîté le pas, alléguant les besoins de soutenir les petits commerces de son centre-ville. Comme vous le savez, les employés et les syndicats se sentent souvent délaissés dans ces décisions. Ils aimeraient fortement être consultés, du moins, car plusieurs apprécient grandement le format hybride. Ce matin, dans le Times, on parlait, dans le New York Times, on parle également de l'impact du télétravail sur les jeunes et leur formation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'actualité aujourd'hui avec notre webinaire. Qu'en est-il d'un point de vue de la science? Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir de vous présenter nos 3 panélistes d'aujourd'hui. D'abord, nous avons le plaisir d'accueillir Diane Gabrielle Tremblay, qui est professeure titulaire à l'Université TÉLUQ, qui est titulaire de la chaire de recherche sur les enjeux sociaux organisationnels de la société du savoir. Elle est également directrice de la RUC sur la gestion des âges et des temps sociaux. Elle a publié des centaines d'articles scientifiques, principalement issus de ses recherches sur l'organisation du travail, le télétravail, l'innovation et les transformations du marché du travail.
Notons qu'elle a été nommée membre du Cercle d'excellence de l'Université du Québec en 2021 et de la Société royale du Canada en 2022. Donc, un grand bienvenue à Madame Diane Gabrielle Tremblay. Bonjour. Nous avons également la chance de recevoir Gaëlle Falcon, professeure agrégée à la Faculté des sciences de l'administration et de l'Université Laval et directrice de l'Institut EDI 2, également à l'Université Laval. Ses intérêts de recherche portent principalement sur la gestion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion et le développement des compétences individuelles et organisationnelles à l'ère de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle. La professeure Falcon est membre régulière du Centre de recherche en gestion, développement des personnes et des organisations et membre affilié à la chaire BMO, diversité et gouvernance de l'Université de Montréal. Et donc, Madame Gaëlle Falcon, bienvenue. Le dernier, mais non le moindre, je vous présente notre troisième panéliste, le professeur Ali Bejaoui, professeur au département de relations industrielles à l'Université du Québec en Outaouais, à l'UQO, depuis 2006. Donc, titulaire d'un doctorat en relations industrielles de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en sciences économiques de l'Université d'Ottawa. Le professeur Bejaoui se spécialise en économie du travail et en évaluation des programmes et des politiques publiques. Donc, ses travaux de recherche portent sur le vieillissement de la main-d'œuvre, la rémunération, le développement des compétences, la gestion de la diversité et le télétravail. Il est chercheur et fellow au Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations, le Cyrano, membre régulier de la chaire de recherche sur l'intégration et la gestion des diversités en emploi, le CRID, et membre aussi, avec nos deux autres panélistes, de l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Donc, je vous souhaite donc la bienvenue à nos trois panélistes et un grand, grand merci encore une fois de votre présence. Oh, je suis très contente que vous ayez accepté de participer. Un petit mot sur le déroulement. Donc, le webinaire sera fait en trois parties. Dans un premier temps, à tour de rôle, j'aimerais demander à nos panélistes de nous parler de leur perspective, à savoir ce que nous disent les recherches récentes sur le télétravail et le travail hybride. Dans un deuxième temps, nous aurons une discussion entre nos panélistes pour terminer avec une période d'échange. Donc, j'invite tous les gens qui nous écoutent à peut-être réfléchir à des questions, les poser à nos panélistes. Et pour ce faire, il sera important d'utiliser non pas le chat hein, de la bulle conversationnelle, mais plutôt le module bulle avec un point d'interrogation qui permet justement de poser vos questions. Donc, en bas de votre écran, vous allez voir la petite icône. N'hésitez pas à y poser vos questions. Alors, sur ce, je me tais et je laisse la parole. Je dirais, je vais demander d'abord à Madame Diane Gabrielle Tremblay d'ouvrir la conversation. Oui, ben en fait, merci beaucoup pour l'introduction et merci pour l'invitation. Ça me fait plaisir d'être avec vous et avec mes collègues pour discuter de ce sujet. Peut-être premier élément, on en parle beaucoup effectivement depuis 5 ans, mais j'ai probablement fait une des premières, sinon la première recherche sur le télétravail au Québec en 2001 avec le CIFRIO. Donc, simplement pour souligner que ça n'est pas complètement nouveau, bien que par contre, les formes se soient beaucoup transformées. À l'époque, on parlait davantage de télétravail occasionnel. Et puis, bon, les pourcentages étaient relativement faibles, 6 à 8 au cours des 20-25 dernières années, jusqu'à ce qu'arrive la pandémie. Et puis, on a tous donc expérimenté le télétravail à ce moment-là. Et depuis ce temps-là, bon, évidemment, une période à plein temps, mais depuis ce temps-là, c'est le modèle hybride que vous avez évoqué qui semble vraiment là, s'imposer, même s'il y a des remises en question, vous l'avez évoqué aussi, avec le gouvernement fédéral. Pour ce qui est donc des recherches plus récentes, je pense que ce à quoi on s'est vraiment intéressé récemment, c'est justement ce rappel au bureau possible et les enjeux qui pouvaient être associés à ça. Alors, je pense que ce qui est très clair, en même temps, on retrouve des choses qu'on voyait déjà en 2001, c'est-à-dire que le fait que les salariés aiment beaucoup faire du télétravail, profiter de cette situation, conciliation vie personnelle, vie professionnelle, évidemment beaucoup plus simple. Les employeurs maintenant nous disent que ça apporte davantage
d'innovation et de productivité d'être au bureau et donc veulent les rappeler. Mais moi, je craindrais clairement des effets négatifs d'une imposition d'un nombre de jours plus grand, des effets négatifs possiblement sur la motivation et l'engagement, parce que le télétravail est devenu en fait un facteur d'attraction et de rétention de la main-d'œuvre. Mais déjà en 2001, les travailleurs vieillissants nous disaient, moi, si mon employeur, notamment, c'était notamment la fonction publique, si mon employeur m'oblige à revenir au bureau, ben, je vais peut-être prendre ma retraite. Donc, il faut peut-être y réfléchir un petit peu. Il faut reconnaître, par contre, qu'il y a des effets négatifs. Même les salariés reconnaissent que le fait d'être en télétravail de manière assez fréquente, au moins 3 jours, par exemple, il y a une perte de lien social, un certain isolement pour certaines personnes. Il y a même 10% des personnes qui disent ne pas vraiment apprécier, préféreraient carrément être toujours au bureau. Alors, ce petit 10% va être content de cet éventuel retour à 5 jours. Mais par contre, au fil du temps, les gens commencent à reconnaître que la cohésion du groupe et finalement s'effrite un peu, le sentiment d'appartenance, l'attachement à l'organisation. Donc, ça s'effrite du côté des salariés, des individus. Et par ailleurs, ben, je pense qu'il faut reconnaître que du côté des gestionnaires, c'est un petit peu plus difficile. Certains d'entre eux se sont facilement adaptés, mais un bon nombre d'entre eux, au contraire, souhaitaient, et je pense qu'ils sont derrière ces demandes, souhaitaient un retour au bureau plus fréquent parce que certains nombres d'entre eux ont de la difficulté à gérer ces situations-là, notamment la situation hybride. C'est-à-dire que quand tout le monde était en télétravail, à la limite, c'était presque plus facile parce qu'ils se disaient, ben, tout le monde est à distance, je les réunis, même si, bon, il y a moins de cohésion, il y a moins d'échanges, mais tout le monde est dans la même situation. Alors que là, le contexte hybride où certaines personnes, je leur demande de revenir au bureau, mais par contre, elles s'assoient devant des écrans pour travailler avec leurs collègues qui sont à domicile. Donc, les gestionnaires ont de la difficulté à gérer cet aspect de contrôle et d'autonomie. C'est-à-dire qu'ils ont toujours cette fonction de contrôle, même si les salariés, et moi aussi, c'est ma perspective, que les gestionnaires devraient plutôt encadrer et non pas contrôler. Mais il y en a plusieurs qui disent quand même, j'ai un enjeu du point de vue du contrôle du travail versus l'autonomie que je veux donner à mes salariés, mais pas complètement. Donc, cet aspect aussi de gérer la cohésion, le sentiment d'appartenance, je pense que les gestionnaires voient beaucoup ça. Puis un dernier petit élément aussi là-dessus, le développement de silos, au fond, entre les départements et les services. On voit ça de plus en plus. Parce qu'auparavant, si je vais au bureau, ben, je ne vois pas que les gens de mon département, de mon service. Je croise d'autres personnes avec qui éventuellement je suis appelée à travailler, mais sans que j'aie des réunions. Donc, j'ai perdu les contacts avec ces personnes-là. Et je pense que de ce point de vue-là, peut-être que les employeurs ont un petit peu raison sur le fait que ben, il y a moins de créativité parce que je croise moins des gens qui ne sont pas dans mon service, dans mon département. Voilà. Donc, merci. Vraiment, on comprend bien la complexité hein, de cette situation-là et des tensions et des dilemmes qui se posent dans cette problématique-là du travail hybride. Maintenant, je passerai la parole à Madame, au professeur Gaëlle Falcon. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Julie. Et, comme le disait Diane Gabriel, un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui et merci pour l'invitation. Puis merci à tous les participantes et participants aussi qui nous écoutent. Euh, je reprends la balle au bon. J'ai pas commencé à travailler sur le sujet en 2001, mais avec la pandémie, pour moi, la recherche sur le télétravail a été une gestion de mon propre stress face à la pandémie, en fait, et à cette nouvelle forme d'organisation du travail qui nous a été imposée et soudainement, parce qu'il faut rappeler aussi, on parle pas d'un télétravail choisi et volontaire quand on a tous basculé en mode de télétravail. Donc, il y a eu un enjeu d'adaptation extrêmement important pour les télétravailleurs nouveaux, pour la plupart des gens, effectivement, c'était une pratique nouvelle et une pratique intensive. Pourquoi je souligne ce point-là? Parce que ça fait un petit peu écho aussi à ce que l'on ressent aujourd'hui, et notamment la frustration ou la déception que peuvent exprimer certains salariés face à une demande de retour au bureau. C'est que les nouveaux télétravailleurs de la pandémie ont investi énormément d'énergie et ont investi énormément d'efforts, ont mobilisé beaucoup de ressources pour s'adapter à cette nouvelle contrainte-là et continuer à assurer leur mission, à assurer leur service, à réaliser leur travail dans des conditions extrêmement difficiles, soudaines, non préparées, non choisies. Et donc, il y a une espèce de sentiment aussi de manque de reconnaissance de la part des employeurs aujourd'hui qui exigeraient
sous prétexte souvent de productivité, d'efficacité, et comme l'évoquait Diane Gabriel, d'innovation, de créativité, d'engagement. Ce sont souvent les arguments qu'on entend pour dire retour au bureau. Mais les télétravailleurs et les télétravailleuses de la pandémie ont fait ces efforts-là et aimeraient, à mon avis, en tout cas c'est ce qu'on ressent dans les enquêtes que l'on peut réaliser, que ces efforts continuent à être reconnus. Ils ont été reconnus pendant la pandémie. Les personnes ont continué à être engagées, ont continué à innover, ont continué à travailler, fait des efforts pour s'adapter. Donc il y a un peu ce sentiment de perte de contrôle, de non-reconnaissance des efforts qui ont été mis par les salariés en exigeant un retour au bureau à temps plein. Alors si on revient un peu aux arguments concernant la productivité, c'est souvent le premier argument qui est annoncé. On a eu tout un ensemble d'études pendant la pandémie, mais aussi après. Nous, avec notre équipe, on a pu réaliser des études auprès de plus de 20 000 personnes en télétravail, où clairement les résultats nous montraient que les personnes étaient plus productives en télétravail. Ça voulait pas dire qu'il n'y avait pas d'enjeu par ailleurs, de conciliation, d'isolement, effectivement. Ça voulait pas dire non plus que tout le monde était plus productif pour faire tout type de tâches. Ce qui est ressorti, c'est surtout que tout dépend de l'organisation du travail et de la nature des tâches. En fait, si je peux le dire un petit peu autrement, je suis un peu tannée d'entendre la question de si c'est 2 jours, 3 jours, 4 jours ou 5 jours qu'on devrait aborder. Mais plutôt, on devrait peut-être se poser la question autrement. Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas 2 semaines qui se ressemblent. J'ai des semaines où j'ai plus de réunions, des semaines où j'ai plus des travaux de réflexion personnelle, des semaines où j'ai plus travaillé en équipe, des semaines où j'ai travaillé plus seule. Ça dépend des projets, ça dépend des activités. C'est pas qu'une question de nombre de jours de semaine. Or, on a identifié qu'il y a certaines natures de tâches qui sont plus propices au travail en présentiel et au contraire d'autres natures de tâches qui demandent plus de concentration, plus de réflexion ou qui sont plus automatisées, répétitives, qui sont pour le coup plus efficaces en télétravail parce que en télétravail, on est moins dérangé. Si je peux dire que rencontrer des collègues, c'est une source de dérangement. On a bien sûr plaisir à rencontrer nos collègues et à discuter avec eux, mais quand on a besoin de concentration, quand on a besoin d'être très précis dans ce qu'on fait, quand on manipule beaucoup de données ou quand on fait des choses répétitives, la concentration est importante. Et dans ce cadre-là, on est plus efficace en télétravail. Euh, D'autres types de tâches, par contre, sont plus favorables au travail en présentiel et en collectif. Et là, souvent, deuxième argument qu'on entend, c'est oui, on est plus créatif et on est plus innovant si on est en présentiel. La créativité derrière un écran, ça marche pas. Ben là aussi, on a mené des études spécifiquement sur c'est quoi la créativité en travail hybride. Et en fait, en décortiquant un petit peu ce qu'est la créativité, ce qu'est l'innovation, la résolution de problèmes de manière un petit peu plus spécifique, ben, c'est pas une activité unique en fait. Il y a plusieurs phases. Et on se rend compte que pour certaines phases de la créativité, par exemple la définition d'un problème ou la génération d'idées, oui, c'est vrai, on est plus efficace en présentiel et en collectif. Par contre, quand il s'agit d'avoir une intuition ou une illumination, ce qu'on appelle l'effet Eureka dans la créativité, et ben là, on est plus efficace quand on est tout seul en télétravail derrière notre écran. Donc, c'est pas non plus une réponse. Il faut apporter un petit peu de nuance aussi dans ces arguments et dans ces éléments de retour au travail, nombre de jours semaine, et puis moins engagés ou moins créatifs. L'engagement, clairement, les études le montrent, les télétravailleurs sont engagés. C'est pas vrai quand on est en télétravail, on ne travaille pas ou qu'on travaille moins. On peut éventuellement travailler moins, mais on peut aussi être plus efficace. Donc l'un dans l'autre, on est tout à fait engagé. Et pour finir sur l'aspect équité, diversité, inclusion du télétravail, ce sont notamment en termes d'engagement les femmes et les personnes plus âgées, les travailleurs plus âgés, qui se montrent les plus engagés en télétravail. On va avoir, par contre, peut-être effectivement des enjeux pour les plus jeunes, notamment parce que les plus jeunes ou ceux qui ont commencé un nouveau travail directement en télétravail vont moins maîtriser la gestion de la complexité organisationnelle, vont moins connaître les personnes ressources au sein de l'organisation, vont peut-être moins savoir à qui s'adresser, à qui demander conseil. Et donc là, effectivement, ça peut poser des enjeux, la notion de distance par rapport à la notion de présentiel. Puis je vais m'arrêter là. Merci beaucoup pour apporter ces éclairages. Quand on entend aussi la notion d'efficacité et quand on regarde la tâche, effectivement, quand on a ça en tête, c'est difficile après d'arriver avec des modèles déjà préétablis qu'on impose, soit pour la productivité ou l'efficacité. Donc, très éclairant de remettre notre regard vraiment sur les tâches et de mettre un peu de nuance dans tout ça. Maintenant, je donne la parole au professeur Ali Bejaoui. Voilà.
Bonjour tout le monde. Merci Julie pour la présentation. Merci pour donner cette opportunité de discuter un peu de ce sujet très très important. Je ne sais pas si ma collègue Gaëlle va être en accord avec ce que je vais, parce que je vais revenir sur les jours de travail. Alors je m'excuse Gaëlle, mais ça sera un point de discussion intéressant. Alors, je vais passer brièvement sur un peu la littérature. Il y a trois littératures essentiellement. Il y a une littérature où ça établit un effet positif entre le télétravail et que ce soit l'équilibre travail-famille, la productivité, l'engagement, la santé, le bien-être, donc tout un... Et c'est établi avec des théories qui sont aussi valables aussi. Et un autre corps aussi, une autre littérature qui dit non, il y a un effet négatif. Et puis pourquoi? Parce qu'il y a l'éloignement, il y a les frontières, équilibre travail-famille disparaissent, ça peut créer un problème. Alors, il y a ces deux courants et au fait, ils sont conciliables. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre littérature qui dit au fait, l'impact, ça dépend un peu du journée de travail parce que la relation, elle n'est pas linéaire. À partir d'un certain moment, elle peut s'inverser la relation. Et c'est un peu ce défi qui m'a vraiment intéressé. Puis avec ma collègue Sylvie Saint-Ange de HEC et une équipe de Cyrano, on a fait une recherche longitudinale où on a suivi, on a commencé par 10 000 personnes, on se retrouve avec 3 000 personnes après 3 ans. Et le défi, c'était d'abord, il y a deux défis. Le premier défi, c'est vraiment les mesures qu'on utilise. Pourquoi? Parce que certaines recherches utilisent la mesure de faire du télétravail ou ne pas faire du télétravail. Donc, en ayant cette mesure-là, on peut pas capter un peu cette non-linéarité que peut-être les perceptions peuvent changer avec l'isolement, avec d'autres. Alors, il faut une mesure qui capte un peu cette non-linéarité dans le sens que ça peut changer en fonction de la journée du travail. C'est pas la même chose qu'une journée, que 4 jours. Alors, ça, c'est le premier défi. Le deuxième défi, c'est vraiment comment établir la causalité. Si on fait des analyses juste que ce soit des entrevues ou bien en coupe transversale, on demande des questions. On sait qu'on a trouvé que le télétravail, il dépend beaucoup plus de type d'activité, c'est-à-dire type de profession, et non seulement ça, la distribution par genre, par âge, par niveau d'instruction a un impact très très important sur... alors ce sont des facteurs qu'il faut en tenir compte parce qu'il affecte beaucoup cette relation-là. Alors, pour avoir une idée sur la causalité, comment on peut attribuer l'augmentation de la productivité, de l'engagement, de la satisfaction de tout ça au télétravail, il faut combiner deux choses. Une mesure qui tient compte un peu de cette progression ou bien cette intensité du télétravail et un devis de recherche longitudinal qui va nous permettre de tenir compte des caractéristiques des individus et des organisations et regarder à travers le temps, est-ce qu'il y a eu un changement? Et ça, c'est un peu les études qui sont allées chercher un peu cette non-linéarité. Est-ce que une recherche la plus récente aux États-Unis qui a utilisé ce type de recherche, il trouve que, surtout pour la productivité, qu'elle devient négative après 2,5 jours, parce que leur question, c'était le pourcentage de la semaine attribué au télétravail. Alors, c'était à peu près 2,5. Dans notre recherche, quand on regarde seulement pour une année, on trouve que, que ce soit la productivité, que ce soit la satisfaction, augmente à partir en passant de 2 jours à 3, 4 jours. Donc ça, c'est un peu les analyses bivariées pour une année particulière. Sauf que quand on tient compte de l'aspect longitudinal et on contrôle pour les caractéristiques des individus, des emplois, le télétravail n'a aucun effet significatif sur tous ces variables-là. Donc, ça perd un peu cet impact-là. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet de composition. Par contre, ce qu'on trouve intéressant, c'est le type de soutien et l'intensité, la perception de soutien de l'organisation
des collègues et de supérieurs immédiats qui ont un impact très, 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 très important sur ces variables-là. Et ça rejoint un peu la littérature qui dit que peut-être le soutien, ce type de soutien, ça diminue un peu l'impact de l'isolement et d'où un peu l'importance non seulement du télétravail en tant que tel, mais le soutien qui vient avec de la part des collègues, du supérieur immédiat et de l'organisation. Donc, ça résume un peu le tour, un peu que ce que j'ai appris les 4 dernières années avec ce projet au point de vue théorique et empirique. Oui, donc merci pour cette entrée en la matière, hein, parce que vraiment, on voit, comme je le disais, la complexité et on voit aussi qu'il n'y a pas une solution, qu'il n'y a pas une euh, politique ou organisation qui soit utile dans tous les cas. Et ce qui m'amène un peu à entrer dans notre deuxième portion de ce webinaire où là, j'aimerais qu'on discute un peu avec vos perspectives. À quoi pourrait ressembler une gestion optimale du travail hybride? Donc, si vous aviez à parler à des gestionnaires, et vous avez peut-être des gestionnaires ici là, qui vous écoutent ce midi. Donc, quels seraient peut-être vos conseils, vos 2 ou 3 conseils pour une gestion optimale de ce que vous en comprenez maintenant de cette complexité du travail hybride? Ben peut-être Ali, étant que tu es là, tu nous as parlé justement du soutien. Est-ce que pour toi, l'importance d'outiller nos gestionnaires à offrir un soutien qui soit vraiment détaillé ou qui vise cette situation de travail-là, est-ce que tu veux nous en parler ou est-ce que tu as d'autres conseils? Euh, Au fait, c'est pour répondre à cette question, d'abord, il faut accepter, il faut admettre que ce que tu viens de dire, Julie, il n'y a pas une solution. Hmm. Il n'y a pas une solution qui va être applicable pour tout le monde, compte tenu de la diversité des besoins et de la diversité de la main-d'œuvre. Et là, on parle plus de la diversité. La diversité, il y a hommes, femmes, personnes âgées, des jeunes, des travailleurs à temps partiel. Euh, Maintenant, la diversité même des gens qui vont faire du télétravail, d'autres qui vont pas faire du télétravail. Il y a des personnes qui ont été engagées à travailler 100% et peut-être les collègues n'auront plus l'occasion de les croiser physiquement. Il y a plusieurs maintenant qui sont engagés seulement à l'international. Donc, il y a une diversité et euh, il n'y a plus une solution, je m'excuse l'expression one size fits all, il n'y a plus cette solution-là. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller chercher un peu, chercher cette diversité et regarder les besoins. Il y a un danger d'aller dans cette personnalisation. Pourquoi? Parce que on l'a vu dans beaucoup d'expériences, le choix de la journée, de la semaine, le choix des heures, le choix de donner cette flexibilité-là, c'est très, très difficile à gérer. Donc, les deux extrêmes, il n'y a plus de solution qui répond à tout le monde. Il n'y a plus aussi cette possibilité d'aller et aller chercher, je me rappelle des anecdotes, mais à la fonction publique fédérale, quand ils ont essayé de demander aux employés de réserver la journée, puis utiliser des espaces en commun. Il y a certains qui ont dit, ah, mais je dois avoir mon propre clavier, moi, je dois partir avec. Alors, tous ces accommodements pour trouver une solution qui va satisfaire aux besoins, de- il n'y a pas. Et au contraire, ça peut créer encore plus de problèmes. Alors, entre ces deux, personnellement, ce que je pense, l'organisation, elle doit encadrer le télétravail. Il y a beaucoup de choses, que ce soit encadrement juridique sur les voyages, sur l'utilisation du matériel, sur certains jours. Pourquoi seulement les vendredis et les lundis que tout le monde veut avoir? Alors, encadrer le télétravail, mais peut-être laisser au gestionnaire qui est le mieux placé pour voir un peu en fonction du type de travail, en fonction des circonstances, qui peut faire quoi. Parce que le télétravail, il va être là et ça a été géré de cette façon avant
c'est des arrangements personnels avec Alors, et je finis avec ça. Dans tout ça, c'est le plus important, c'est vraiment, ils nous ont dit ça au début, s'il n'y a pas un changement de culture qui va permettre un peu l'harmonisation entre les différentes pratiques, c'est comme si on dit à un étudiant, ah, la présence, elle n'est pas obligatoire, mais l'évaluation, il y a une partie qui va porter sur la participation. Donc, comment on va évaluer et comment on va rémunérer toutes les pratiques doivent être harmonisées avec cette culture, moins de contrôle, plus d'autonomie, plus de responsabilité. D'ailleurs, tout à l'heure, Diane Gabriel, comment avoir cette cohérence entre la culture et les objectifs qu'on va donner pour le télétravail. Alors, peut-être ça semble un peu large, mais c'est des trois dimensions. Il faut déterminer un peu le besoin, euh, être là pour soutenir ceux qui vont faire du télétravail, encadrer juridiquement, mais surtout un travail de culture pour harmoniser tout ça. Hmm. Si je peux y aller, j'allais compléter tout Oui. à l'heure aussi sur, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on est pas mal d'accord. Entre autres, Ali, quand tu mentionnais la situation des femmes, des travailleurs vieillissants qui préfèrent effectivement le télétravail, déjà, de fait, on voyait en 2001, comme je le mentionnais, des personnes vieillissantes qui disaient, moi, si on m'impose de retourner, je vais quitter. Les femmes, dans certaines de nos recherches récentes, on le voit aussi pour les raisons de conciliation. Et la dimension soutien organisationnel, c'est vrai que ça ressort toujours. Et nous, dans une recherche récente, les personnes nous disaient qu'elles sentaient qu'il y avait un soutien organisationnel réduit, en fait, en contexte même hybride. Donc, ils sont quand même au bureau, mais les personnes ont l'impression que malgré tout, télétravail et hybride, l'employeur est peut-être moins soutenant. Et les jeunes, peut-être plus particulièrement, justement, souhaitent cet encadrement, les jeunes ou les nouveaux, disons, dans les organisations, parce qu'il n'y a pas le transfert de connaissances tacites, implicites qui se faisait auparavant. Donc, moi, j'irais un peu dans le même sens que tu évoquais, c'est-à-dire que je pense qu'il faut organiser le travail en fonction des activités. Les activités de nous, on les a appelées dans une recherche récente où on travaillait sur les aires ouvertes aussi. Et ça, je pense que c'est un aspect important. Les employeurs disent, on veut vous ramener au bureau. Et un des constats qu'on a fait, c'est que ça allait très bien au bureau quand tout le monde n'était pas là dans toutes ces aires ouvertes, parce que les employeurs, notamment le gouvernement fédéral, en ont profité pour créer des aires ouvertes. C'est bien économique pour l'employeur, mais tant qu'il n'y a pas trop de monde, ça va bien. Quand il y a beaucoup de monde, ben là, je pense qu'ils vont se sentir un petit peu coincés. Et nous, dans la recherche où on avait une collègue ergonome qui travaillait avec nous, on a constaté que ben, les distractions sonores et visuelles sont assez importantes. Et ça, justement, ça aura vraiment un impact sur la productivité. Les données de StatCan, pour compléter aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur la productivité, Statistique Canada, nous disaient que, enfin, c'est toujours des perceptions, évidemment, surtout dans le secteur des services. Là. On ne produit pas des boîtes de petits pois. Dans la plupart des organisations, y compris les gouvernements, la mesure de la productivité, en tout cas, quand on la demande, en général, on nous dit qu'il n'y a rien de très précis. Par contre, 60% des personnes, effectivement, disaient, dans cette enquête de Statistique Canada, qu'elles étaient au moins aussi productives. 30% se disaient plus productives et 10% moins parce que leur espace de travail est limité, elles ont un petit appartement, ils sont deux personnes à faire du télétravail. Donc, il y a des aspects comme ça importants. En même temps, il faut se dire, bien sûr, là aussi, il y a une dimension temporelle qui a été évoquée par mes collègues. Euh, quand, à l'origine, avant la pandémie, quand c'était volontaire, les personnes voulaient vraiment s'assurer de conserver cet avantage. Et encore aujourd'hui, on va maintenir sa productivité ou sa performance parce que j'aime mieux regarder cet aspect qualitatif, justement, qui peut être amélioré parfois par le télétravail. Donc, on va le maintenir parce qu'on sait que c'est un privilège de faire du télétravail. Alors, il se peut qu'au fil du temps, certaines personnes aient considéré que c'était acquis. Et donc, à ce moment-là, ben, peut-être qu'elles peuvent éventuellement se laisser aller à moyen terme, à long terme. Mais je pense que pour la plupart des personnes, ben, surtout comme là, en ce moment, depuis quelques années, il y a régulièrement des menaces, entre guillemets, si on peut dire, de retour au bureau. Ben, les gens se disent, bon, il faut vraiment que je maintienne ma productivité. Mais moi, je pense vraiment qu'il faut donc réfléchir en termes des tâches. Et nous, on le voyait, ben, les personnes qui choisissaient de faire leurs tâches dites de concentration chez elles disaient, ben, évidemment, je suis beaucoup plus productive. Si on me ramène au bureau pour faire des tâches de concentration, même si on me dit qu'il y a des coins tranquilles, des beaux fauteuils, un petit coin bibliothèque, éventuellement, les salles de réunion, d'ailleurs, finissent par être parfois occupées par des personnes
qui ne font pas de réunion, mais qui veulent simplement se concentrer. Donc, je pense qu'il y a des enjeux. Alors, réfléchir aux activités et vraiment s'assurer que les personnes soient au bureau lorsqu'il y a vraiment des activités d'échange et de collaboration et qu'elles puissent effectivement se concentrer chez elles pour les différentes tâches là, de concentration et certaines tâches de créativité qu'évoquait Gaëlle, justement. Si je peux compléter, moi je suis vraiment très alignée avec effectivement les collègues et ce qui a été dit. C'est vrai qu'il faut pas qu'on oublie que le télétravail c'est pas un droit, c'est une disposition de l'employeur, hein, l'organisation du travail. Donc il peut pas y avoir d'acquis en ce sens-là. Malgré tout, il y a ce qu'on appelle un contrat psychologique entre les employés et leur employeur. Donc c'est une espèce de contrat tacite où on nous a fait miroiter des attentes, des opportunités, et si on nous les enlève, bah, il y a une déception, une frustration, un désengagement, une moindre performance, voire des gens qui peuvent quitter. Alors on n'est pas dans le phénomène de la grande démission dont on a pu entendre parler il y a quelques années, qui disait tous les gens à qui on va supprimer le télétravail, ils vont tous démissionner, 40% des gens vont démissionner. Non, ça a été un fantasme, ça c'est pas quelque chose d'avéré. Malgré tout, je rejoins ce que disait Diane Gabriel au tout début, c'est que aujourd'hui le télétravail est un critère, un filtre de recherche dans les sites de recherche d'emploi. La possibilité de faire du télétravail est donc un facteur important d'attractivité et ensuite de rétention. Si la promesse n'est pas tenue, il peut y avoir un bris justement de ce contrat psychologique passé entre l'employé et l'employeur. Donc, j'aurais tendance à dire que prérogative de l'employeur, oui, attractivité pour attirer des talents aussi, il faut aussi le considérer comme tel. Et puis, bah, s'adapter aux individus. Donc, moi, je rejoins complètement le fait qu'il y ait un encadrement, mais pas une politique uniforme, et qu'il y ait de la latitude à l'organisation du télétravail, en fait, par chaque gestionnaire, chaque département, dépendamment de la nature du travail, de la nature des tâches. Ce qui me renvoie au dernier point, peut-être pour compléter, c'est ce sont nos gestionnaires qui finalement, je pense, ont le plus de difficultés avec le télétravail parce que bah, ils sont eux-mêmes potentiellement télétravailleurs, travailleurs hybrides, et en plus ils ont cette fonction de gestion de leur équipe qui elle-même peut être partiellement présente, partiellement absente, pas tous en même temps, effectivement. Et peut-être que on a beaucoup soutenu et accompagné les télétravailleurs dans la maîtrise des technologies, dans la manière de communiquer, de collaborer à distance. Je suis pas convaincue qu'on ait assez outillé et soutenu les gestionnaires dans la gestion des télétravailleurs au-delà d'être télétravailleurs eux-mêmes en tant qu'individus. Et je pense que c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a de la réticence et qu'il y a de la difficulté. C'est-à-dire qu'on a considéré les gestionnaires comme des travailleurs, des télétravailleurs comme les autres. Or, ils ont une fonction en plus de gestion de la complexité qu'engendre le télétravail et notamment ce qu'on appelle le comodal, c'est-à-dire quand il y a des personnes qui sont en même temps en présence et en même temps à distance. Et je suis la première à détester ça. On est bien d'accord. Je préfère avoir tout le monde soit à distance, soit tout le monde en présence, que gérer et les écrans et les personnes en présentiel. C'est vrai que c'est de la complexité. On va pas se le cacher. Et je pense qu'on les a pas suffisamment accompagnés à ce niveau-là. Mais je pense que c'est aussi illusoire de penser qu'on va revenir en arrière, qu'on va revenir à l'avant-pandémie avec seulement les 8 à 10% de télétravailleurs qu'évoquait Diane Gabriel. Euh, ça prend une évolution. L'évolution, elle a été trop forte et trop longue. C'est pas comme si ça avait duré 15 jours, la pandémie, pour que ça reste pas ancré dans les désirs et les pratiques d'un certain nombre de personnes, avec quand même les bénéfices qui sont avérés dans la littérature, même s'ils sont pas aussi importants que ce qu'on avait pu penser au départ, parce qu'il y a des choses qui se sont effectivement effritées avec le temps, mais ça reste qu'il y a des bénéfices au télétravail, à condition de le penser en fonction des besoins des personnes et en fonction des besoins du travail. Ah, merci. Je suis certaine là, qu'il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, là, qui ont plusieurs questions là, qui leur viennent et c'est tellement éclairant ce que vous nous dites. Mais moi, je vais poser une question un peu difficile euh, et c'est la suivante. Quelle place pour la négociation? Hein, avec les employés, avec les syndicats dans cette transformation-là. On l'a vu, il y a des employés qui veulent du télétravail et il y a aussi d'autres employés qui n'aiment pas le télétravail hein, pour d'autres raisons. Et les syndicats qui sont aussi pris avec cette dualité-là, qui veulent être consultés, qui veulent négocier. Donc, j'aimerais vous entendre sur la place de la négociation dans cette problématique. Moi, je vais être très courte. Je vais plutôt Oui. laisser les spécialistes, notamment Ali, la spécialiste de la négociation. Mais je pense que les syndicats peuvent quand même peut-être avoir un rôle
novateurs au sens où ils peuvent aussi contribuer à recréer la cohésion et le lien social. On n'y pense pas tant dans ces termes-là, surtout que les syndicats, notamment fédéraux, ont longtemps auparavant été tout à fait contre le télétravail parce que leurs membres étaient dispersés et eux voulaient les avoir sur place. Mais maintenant, on voit que ils négocient en sens inverse. Donc, je vais laisser Ali, peut-être, qui est plus relations industrielles, compléter sur ce qu'il devrait ou pourrait faire. Euh, Au fait, si j'ai une réflexion là-dessus, c'est que le contexte après la pandémie, la décision a été prise et puis il n'y avait pas une justification à donner pourquoi faire du travail et qui peut faire. Et puis, donc, la décision a été facile. Maintenant, quand il y a eu l'effort de demander un retour au travail, puis augmenter, c'est là où les syndicats n'ont pas été inclus dans cette décision et le syndicat a mal pris ça. Juste avec un peu de recul, mais d'une façon générale, moi, je ne pense pas que les syndicats, ils font face à la même problématique que l'employeur parce que la diversité des membres fait en sorte que c'est pas facile de trouver un compromis qui va satisfaire à la majorité. C'est ça, le syndicat, il doit défendre la majorité des membres et avec la diversité même les syndicats, ils n'ont pas la solution magique. Donc, de part et d'autre, c'est très, très difficile. Sauf que il y a quand même un moyen de rapprocher les deux partenaires si l'employeur commence à avoir des objectifs clairs pour le télétravail. Moi, je dis, si euh, l'un des objectifs, je me rappelle tes travaux, Diane Gabriel, c'est la conciliation travail-famille. Ça fait très longtemps qu'on a changé travail-famille par travail-vie personnelle et trouvé des compromis au moins. Mais spécifier des objectifs, que ce soit pour les personnes âgées. Spécifier, est-ce que c'est juste carrément? Il y a certains qui reconnaissent c'est un effort juste pour dynamiser le centre-ville. Alors, si c'est ça la raison, il faut juste clarifier les objectifs. Les entreprises qui l'ont fait à Montréal, ils ont donné le choix qui veut travailler au centre-ville et il y a des compensations qui viennent avec pour... euh, alors, je pense qu'il faut déterminer les objectifs. Et une fois que les objectifs sont clairs, c'est très difficile d'aller chercher la négociation et aller chercher des compromis. Et même le syndicat, il peut même aider à mobiliser, à trouver des solutions si les objectifs sont clairs. Est-ce que ces objectifs de productivité, parce que un critère de productivité qui a été donné. Ah, mais il y a un problème de santé parce que les employés passent plus de temps devant les écrans. Donc, ça, c'est un argument. Un autre argument, et encore, ce sont des anecdotes. Il y a certains qui ont dit, c'est vrai qu'il y a eu un problème de productivité. Pourquoi? Parce que tout le monde doit réserver, et c'est pas évident de réserver les journées qu'on veut travailler. On se partage un espace de travail, on doit avoir notre clavier. Il y a certains qui pensent même, on est revenu au travail, mais on continue à faire du travail à distance parce que toutes les rencontres, ils se font à distance de toutes les façons. Alors, c'est quoi l'utilité? Tant qu'il n'y a pas des objectifs, toutes ces questions, ils vont être posées. Euh, L'esprit de justice organisationnelle aussi va créer un problème de satisfaction, que ce soit au niveau du syndicat, que ce soit au niveau de l'employeur aussi. Alors, un rapprochement serait, moi, à mon avis, c'est de trouver d'abord, déterminer les objectifs, pourquoi on veut mettre le travail, quel genre de tâches qui peuvent être faites, dans quelle perspective, et donner le soutien pour, que ce soit pour ceux qui font du télétravail ou ceux qui ne font pas de télétravail. Alors, c'est dans ce sens-là que je trouve que le travail à faire pour rapprocher et pour négocier, c'est d'abord être d'accord ou bien au moins avoir des objectifs clairs. Pourquoi on veut du télétravail? Gaëlle, est-ce que tu voulais poursuivre? Non. Donc, effectivement, dans cette grande transformation, on pourrait croire que la négociation reste une des façons peut-être les plus utiles si on veut avoir des compromis qui
ça tarde sur le long terme. Mais étant donné que je vois le temps qui passe et on a des questions des participants, euh, peut-être rapidement, est-ce que vous pourriez me parler peut-être d'un défi, chacun un défi que vous envisagez pour les organisations qui décident de mettre fin au télétravail, qui veulent un retour en présentiel, donc à 5 jours à temps complet. Donc, peut-être chacun un des défis que vous entrevoyez avec cette mesure. Si je peux y aller, je vais revenir sur un élément que j'ai déjà évoqué, mais une organisation, elle n'est pas seule dans un écosystème. Elle doit aussi se comparer aux autres organisations et aux pratiques des autres organisations sous peine d'avoir des enjeux d'attraction et de rétention extrêmement importants. On est dans des mondes de savoir et de talent avoir une politique stricte comme ça euh, peut justifier, on va quand même se le dire, sur le plan en tout cas de la littérature et des arguments qui sont le plus souvent avancés, ça me semble risqué. Oui, un autre Ben, défi? Oui? oui, ben, moi, je peux peut-être y aller. Je pense qu'on a évoqué tout à l'heure les risques, justement, de démotivation, de désengagement et donc de moindre performance. Mais j'aimerais parler d'un autre aspect, peut-être, c'est les carrières des personnes. Je pense qu'on a évoqué aussi, Gaël aussi en parlait, moi aussi, les gestionnaires ont vraiment des enjeux et je pense que c'est difficile pour eux de bien planifier ou de bien soutenir les personnes. Ça revient au soutien organisationnel aussi qu'on évoquait de bien soutenir les personnes dans leur développement, transfert des connaissances, développement de carrière, le réseautage, les promotions sont plus difficiles. Et d'ailleurs, en tout cas, nous, dans une enquête récente, justement, moi, je pensais que les femmes seraient plus visées, c'est-à-dire qu'elles seraient davantage exclues éventuellement de certains réseaux. Et en fait, elles en parlaient moins ou elles l'évoquaient moins, même dans une enquête quanti. Et en fait, j'ai l'impression que c'est possiblement parce que leurs aspirations de promotion et de carrière étaient peut-être moindres, ce qui est malheureux. Et puis, je pense qu'il y a un autre aspect qu'on n'a pas discuté parce qu'on parle plus des milieux de travail, mais c'est une préoccupation, l'inégalité dans le partage des tâches. Il y a eu quelques recherches récentes là-dessus. Et nous, on le voit que oui, les hommes nous disent qu'ils ont accru effectivement leur participation. Les femmes ont accru leur participation moins, mais comme elles sont déjà plutôt celles qui en font davantage, je pense que ça aussi, ça pose des enjeux pour l'équité en emploi pour les hommes et les femmes. Donc, c'est un autre enjeu. Ali, peut-être un petit dernier défi pour les organisations qui reviennent à temps plein? Peut-être le dernier défi, j'ai remarqué que il y a des employeurs qui ont pris déjà des ajustements en termes d'espace, en termes de réduction d'espace. Les employés, ils ont pris des arrangements aussi. Il y a certains qui ont organisé leur vie autour du télétravail, que ce soit en termes en termes de garde, en termes de budget, en termes de certains qui ont quitté le centre-ville pour aller ailleurs. Donc, il y a des arrangements qui ont été faits de part et d'autre. Et maintenant, c'est très difficile de venir, de dire tout ça, mettre ça de côté, puis c'est comme si euh, convaincre un peu ces employés pour dire que pour des raisons de productivité, que tout le monde va revenir. Alors, cette rapidité avec laquelle il y a eu cet ajustement de part et d'autre qui va être un frein à juste trouver une solution qui n'est pas négociée, qui n'est pas planifiée, qui n'est pas bien préparée. C'est ça le défi. Comment planifier ce retour et ne pas refaire les mêmes erreurs que, par exemple, le gouvernement fédéral a fait en augmentant d'une journée. Alors, je pense qu'ils vont apprendre de cette expérience qui n'a pas été vraiment très concluante, en tout cas. Et je peux Donc, juste amener un oui, tout oui, petit Ali. complément extrêmement rapide. Au niveau du gouvernement provincial au Québec, il y a même eu une politique à un moment donné dans la régionalisation des emplois. Et le fait, au contraire, de voir le télétravail comme une opportunité de redynamiser des zones économiques et des territoires qui l'étaient moins. Donc, attention, un retour en arrière, là, ce serait quand même très compliqué. Oui, donc des points vraiment intéressants. Maintenant, j'ouvre la table aux gens qui participent, qui sont dans la salle, qui nous écoutent. Donc, je vais y aller avec, j'ai jumelé deux questions qui sensiblement ciblaient le même enjeu. Donc, les personnes en situation de handicap, hein, notamment les personnes soit atypiques ou neurodivergentes. Donc, qu'est-ce qu'on sait du travail flexible par rapport à cette qualité-là qu'on pourrait dire?
Si je peux y aller avec quelques éléments là-dessus, on a travaillé effectivement sur plus particulièrement les personnes neurodivergentes, mais avant de parler d'elles, je dirais que le télétravail est aussi un outil d'inclusion des travailleurs. Donc le supprimer complètement, c'est aussi se priver de l'inclusion de certains types de travailleurs qui sont par ailleurs tout à fait compétents, mais qui peuvent avoir des enjeux. Alors les enjeux d'accessibilité, mais ça, il ne devrait pas y en avoir, mais des enjeux de fatigue liés à du déplacement, liés à être en présentiel toute la journée, liés au bruit, liés à l'intensité des échanges. Donc, il peut y avoir tout un ensemble d'enjeux. Et en particulier, les personnes neurodivergentes disent le plus souvent un mode hybride est pour elles vraiment adapté. C'est vraiment le mode qui convient le mieux. Petit point surprenant, il y a eu des études menées pendant la pandémie sur une entreprise qui emploie exclusivement des travailleurs neurodivergents dans les services informatiques. Et en fait, ces personnes étaient placées dans les organisations utilisatrices de ces services informatiques, donc travaillaient en réalité en présentiel. Et quand on les a interrogés pendant la pandémie en leur disant qu'est-ce qui vous a le plus manqué, qu'est-ce qui a le plus été difficile pour vous dans le passage au télétravail temps plein, les réponses étaient les contacts sociaux. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, on aurait pu croire que ces personnes neurodivergentes seraient parfaitement à l'aise et enchantées d'être à 100% en télétravail, mais en réalité, non. Ça a été un résultat assez surprenant. Malgré l'enjeu du lien social et de la relation sociale, c'est ce qui a été le plus difficile, d'en être coupé en présentiel. Pour autant, ces personnes ont de la difficulté à être 100% temps plein le plus souvent, et ça prend des aménagements qui sont souvent pas fait ou très peu fait dans les organisations pour les accueillir et pour qu'elles puissent être pleinement performantes. Et puis, il y a des besoins de temps de repos, de temps de calme qui peuvent être nécessaires. Donc là, pour le coup, le télétravail est vraiment un facteur d'inclusion. Sans priver, ça se fait se priver de certaines compétences, certains talents. Effectivement, moi je suis d'accord avec ce que tu dis, le fait que à la fois c'est inclusion, mais le risque, certaines personnes disaient, ben je me souviens d'ailleurs, le gouvernement français à l'époque m'avait consulté, il développait une politique de télétravail et il disait ça va être une bonne façon d'intégrer les gens. Mais en même temps, on disait ben oui, vous les intégrez, mais vous les intégrez chez elles. Et je pense que l'Office des personnes handicapées au Québec aussi avait aussi manifesté à l'époque cette même préoccupation. On veut nous intégrer, mais on ne souhaite pas être intégré uniquement en télétravail à domicile. Donc, effectivement, il faut aller du côté inclusion, mais en faisant attention de ne pas les exclure des lieux de travail en se disant, ben voilà la solution de facilité. Ouais. C'est vraiment l'hybride, effectivement, qui est à Voilà. privilégier. Tout à fait. Diane Gabriel, justement, une question peut-être qui fait un lien avec ce que tu viens de nous dire. La personne demande quelles sont les lois à l'international qui encadrent le télétravail. Est-ce que vous êtes au courant? La personne dit, j'ai cru comprendre que des législations existent en France, en Allemagne, Suède, Norvège, Finlande. Ben, c'est vrai qu'en Europe déjà, mais en même temps, les lois, je ne sais pas si ça favorise ou parfois ça freine, parce que c'est vrai que d'abord, il y a eu une directive européenne il y a très longtemps. En France, il y a eu différentes lois à différents moments. Et finalement, le télétravail était beaucoup plus développé dans les pays anglo-saxons où il n'y avait pas de loi à cet égard. Je pense que c'est intéressant d'avoir des balises, des encadrements et tout. Mais par contre, on ne peut pas dire que ça a aidé le développement du télétravail, ces différentes lois, mais moi, je regarderais notamment certainement du côté de la Suède, des pays nordiques, qui évidemment sont toujours exemplaires en matière d'organisation du travail. Et donc, si on intègre le télétravail globalement dans l'organisation du travail, les aires ouvertes, les espaces, parce que je l'évoquais tout à l'heure, les aires ouvertes, distraction sonore et visuelle, c'est quand même important. Il y a des personnes qui le subissent difficilement. Bon, il y en a pour les distractions sonores, elles vont se mettre des écouteurs, mais ça aussi, c'est pas nécessairement agréable de travailler toute la journée avec des écouteurs. Donc, je voyais qu'il y avait quelqu'un qui avait des questions aussi sur les risques psychosociaux. Et de fait, je pense que ce qui est intéressant en Suède, il y avait d'ailleurs, l'organisme ne s'appelle plus de la même manière, mais il y avait le Arbetslivscentrum qui veut dire organisme ou centre sur la qualité de vie au travail. Et ça, c'était déjà dans les années 80-90. Alors, je pense qu'il faut qu'on se retourne vraiment dans cette perspective-là, de penser qualité de vie au travail, alors que ici, ben, c'est peut-être parfois un petit peu oublié cet aspect-là. Organisation du travail, qualité de vie au travail. Pour ma part, j'ai mené des études comparatives entre la France et le Québec, pas mal. Dans toute l'étude qu'on a menée, il y avait des collègues français. On a effectivement un encadrement législatif qui permet, qui autorise,
qui tend même à presque faire un droit de télétravail. C'est pas pour autant, je rejoins ce que dit Gabriel, que la pratique se développe. Je pense que c'est avant tout une question de culture. Et là, je rebondis sur ce que disait Ali tout à l'heure. C'est un style managérial en fait qui est propice au télétravail ou qui ne l'est pas. Quand on a une culture de travail et de management par la confiance, par la gestion des résultats et moins par le contrôle, le télétravail est pas mal adéquat. Si on reste dans une culture managériale de contrôle ou si je ne te vois pas donc je ne te crois pas, je ne sais pas ce que tu fais, c'est sûr que le télétravail ça peut pas fonctionner. Un autre pendant, juste pour finir sur l'aspect législatif, ce qui a été introduit en parallèle de l'encadrement du télétravail dans les pays européens, c'est aussi ce qu'on a appelé le droit à la déconnexion. Parce qu'il y a un enjeu aussi, c'est la frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle quand on est en télétravail d'une manière un peu plus intensive. C'est à quel moment s'arrête la journée de travail. Alors, c'est pas un enjeu qui est spécifique aux télétravailleurs en réalité. Beaucoup de personnes, notamment de cadres ou de gestionnaires, le vivent. La pression de répondre aux courriels ou aux messages Teams le soir, la fin de semaine, etc. Mais c'est vrai que ça a été intensifié puisqu'il n'y avait plus la rupture physique entre le temps de travail et le temps dans la maison. Donc, il y a un droit à la déconnexion qui a été instauré aussi dans certains pays européens. Ouais, je pense que ça ramène donc l'importance, on travaille tous dans le domaine gestion ou relations industrielles. Ça montre à quel point les modes de gestion sont déterminants parce qu'effectivement, le droit à la déconnexion, je vois mes collègues français, ils n'ont pas l'air de se déconnecter tant que ça. Et de fait, les relations de travail, en tout cas, moi, je les perçois aussi comme plus hiérarchiques de manière générale. Donc, sur toutes ces questions-là, je pense que l'idée, c'est si on peut avoir des modes de gestion ouverts avec des gestionnaires soutenants, compréhensifs, ouverts, parce que les lois comme telles ne vont pas changer les pratiques de gestion automatiquement. Et on a justement une recherche comparative, Gaëlle, tu évoquais la question de la confiance, où on montre justement avec des collègues françaises et suisses comment finalement au Québec le télétravail se développe davantage et s'est développé davantage parce qu'il y a d'une part plus de confiance et d'autre part un historique aussi. Je pense que ça, c'est important. Le télétravail était connu des gestionnaires, donc ils s'y sentent un peu plus à l'aise. Alors, je pense que cet aspect de confiance, de mode de gestion de ressources humaines et tout ça, c'est vraiment important. Si je peux ajouter Fascinant. quelque Oui, chose oui, vas-y. brièvement, parce que le télétravail, il vient juste renforcer une tendance de ce qu'on appelle la déspatialisation du travail. C'est le milieu de travail et c'est éclaté. L'espace Mm. physique, ça fait longtemps que c'est éclaté. Le télétravail vient juste renforcer cette tendance. Et ça fait un peu, c'est un défi pour les relations industrielles d'une façon générale, toutes les institutions, toutes les lois. On a commencé à regarder, par exemple, les lois en termes de santé, sécurité, est-ce que ça s'applique pour les domiciles ou pas? On a commencé à voir un peu toutes les lois, par exemple l'équité salariale, qui étaient censées euh, s'appliquer pour un milieu de travail. Donc, ça ne s'applique plus. Tout ce qui est le système qui est basé sur le lieu physique de travail, c'est à revoir. Donc, c'est une tendance et c'est dans ce contexte-là qu'il faut voir que le travail n'est plus le même et cette flexibilité, elle vient avec un prix. Comment faire face un peu à cette flexibilité? Ça fait vraiment appel à beaucoup de réflexions au niveau de comment les lois, les gouvernements vont s'ajuster à ce contexte de flexibilité, au fait. Donc, on a de quoi faire des recherches encore pendant quelques années. Oui, oui. Oui, c'est bientôt la fin et puis on a beaucoup de questions et je voulais simplement vous partager. Là, j'ai fait un résumé de deux, trois questions qui soulèvent l'enjeu que finalement, c'est beaucoup une question d'organisation du travail, c'est beaucoup une question de gestion et de culture organisationnelle. Pourtant, pourtant, on voit que le télétravail semble de plus en plus influencé par le contexte économique, le contexte des centres-villes, la pandémie, les besoins de compétitivité face à d'autres organisations. Donc, on voit que le télétravail et l'environnement, bien sûr, je voulais dire l'environnement, donc on voit que le télétravail est au cœur de plusieurs autres dynamiques. Donc, ce n'est pas juste souvent une question dans le milieu de travail. Donc, on est vraiment dans. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire Ben, là-dessus, mais c'est. Bon, je vous laisse la parole je parce dirais qu'il. peut-être un petit Oui. truc très rapide. Gaël évoquait effectivement le fait que le gouvernement du Québec en avait profité pour développer Mhm. des emplois ailleurs. Moi, je trouve que ça, c'est très positif.
Par contre, l'idée qu'on va ramener les gens au centre-ville pour relancer les centres-villes, ça, je trouve ça un petit peu bizarre, paradoxal. Enfin, ça me semble pas tout à fait adéquat. Je dirais plutôt redynamiser les centres-villes pour donner envie aux gens d'y aller, peut-être quelques jours par semaine, mais pas cette idée de les ramener pour réanimer le commerce au centre-ville, notamment avec ce qu'on vient de vivre là il y a quelques jours, euh, les journées de commerce intenses, là, les Black Friday et tout ça. L'idée de redynamiser le centre-ville, je le ferais plutôt avec des activités culturelles et sociales qui vont attirer les personnes. Quelqu'un d'autre veut peut-être non. Alors, effectivement, là, il est 13h02 j'espère que vous avez apprécié autant que moi ces discussions. Un grand, grand, grand merci à nos panélistes d'être présents avec nous aujourd'hui pour parler des enjeux. Vous le voyez, il reste encore beaucoup de choses à étudier et il y a beaucoup de choses aussi qui se vivent dans nos milieux de travail respectifs. Alors, j'aimerais vous remercier une dernière fois et peut-être qu'on peut se dire à une prochaine hein, pour voir l'évolution de ces grands enjeux. Donc, je vous remercie au nom de l'Obvia, du CRIMP, de vous être prêtés au jeu et merci à tous nos participants et participantes. J'espère que vous avez apprécié autant que moi cette heure passée sur cette question du travail hybride. Merci à Alors, tous et merci à toi pour merci. Merci. l'invitation. Merci beaucoup. Merci, Julie. Bye. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Au revoir.